We're chopping these trees just to clear the way, and then the rest we will pick up stuff from the that's already lying on the ground, and that's within Allemans rätt, everyone's right to pick up branches from the ground. And so we'll take some branches that are already dry. That's the best anyway. When they're already been lying there and dry, we can much lighter to take back. I was inspired by permaculture. This is the way in which I want to be self-sufficient. It's rising in popularity now. It's a method of gardening, of agriculture that follows nature and doesn't destroy it. This is what I want to do. Specifically, I want to do it through forest gardening. This is even newer than permaculture, but there are great examples around the world, and I want to join one. I want to be one of these examples. Forest gardening is to plant perennial crops, so that's trees, bushes, herbal layers on the ground, everything which comes back every year. And ultimately that creates an ecosystem. It imitates a forest. There's minimal disruption to the ground, even no disruption to the ground. Every year the soil is improved. Every year you get more produce. Every year you get less labor. That is a model for society that I like, and I want to show that it's possible, even in a climate like Sweden. Nu faller dagen förutan ljud och gräs och både blir våta, och varje morgon är solen brun fast inga brudsamma låtar. Ann-Katrin, du ska veta att det finns en läcka som dör av skratt, men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katrin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör nyta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. För du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska. Et après presque un mois passé au Workaway dans le sud de la Suède, j'ai pris la route en train jusqu'à Umeå et ensuite en stop pour rejoindre la Laponie pour aller au deuxième Workaway. Et à la sortie de Hasselö, j'ai continué en stop et j'ai dû attendre presque 3h30 avant que quelqu'un s'arrête. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que cette personne m'a proposé de rester pendant 2 semaines dans un cottage de chasse pour les touristes. Sauf qu'à cause de Corona, il n'y a plus de touristes. Donc j'avais une maison pour moi tout seul au beau milieu de nulle part en Laponie, avec même un sauna, une cuisine. J'avais vraiment la belle vie et surtout l'électricité. Et ce qui m'a permis vraiment de développer au maximum mon projet, mon site internet et surtout préparer l'expédition comme il faut. Mes journées dans cette maison consistaient principalement à travailler sur mon ordinateur, à écrire des textes pour mon site internet, mettre en forme le site aussi. Aussi la création d'un dossier parce que j'ai postulé à une bourse d'aventure. Donc voilà, le temps nous le dira si ça va marcher ou pas. Mais j'y ai vraiment passé beaucoup de temps pour la création de ce dossier. J'ai aussi fait une vidéo de présentation de l'expédition. Et j'ai aussi évidemment pris beaucoup d'informations sur internet par rapport à l'expédition pour être sûr que je parte sur des bonnes bases. J'ai continué évidemment à m'informer sur les plantes sauvages et j'ai vraiment pu expérimenter quelques bains d'eau glacée aussi. Après il faut savoir aussi que ça fait 4 mois que j'ai pas pris de douche chaude, que je prends uniquement des douches froides et que je m'entraîne du coup à ça,
à l'eau froide. Maintenant, je suis habitué. C'est cet entraînement préalable qui m'a permis aussi de pouvoir me baigner dans l'eau glacée. Et par la suite, c'est ce qui va me permettre aussi de traverser des rivières glacées. Parce que traverser une rivière qui est trop froide, quand on n'est pas habitué, c'est vraiment pas du tout conseillé. Mais je peux me permettre de le faire parce que j'ai un entraînement. Et c'est quelque chose que je dois dire qui est plus global, qui n'est pas spécifique à ce voyage. C'est une pratique que j'ai choisi de développer dans ma vie depuis 4 mois. Et ça a commencé avant le voyage, pendant, et ça continuera après. Je compte partir de Gadede pour marcher sur des sentiers, pour rejoindre le sud de Kungsleden, jusque le parc national du Sarek, pour ensuite continuer à travers des chemins alternatifs autres que le Kungsleden, parce que la partie nord est beaucoup plus développée et il y a beaucoup plus de monde sur le sentier. Et pour après continuer jusque Abisko, et après rejoindre le Nordkalotleden, qui est un autre sentier assez joli, plutôt en Norvège, où je devrais arriver après à Kautokeino. Donc cette partie, elle représente à peu près 1170 km. Ensuite, la seconde partie, je devrais donc partir de Kautokeino pour rejoindre le Cap Nord et redescendre à Inari. Et cette partie-là, je veux la faire en dehors des sentiers. C'est plus majoritairement de la toundra, par rapport à la partie précédente où c'est plus du coup de la montagne. Plus montagneux, forêt. Donc la deuxième partie, ça va plus être de la toundra. Et du coup, voilà, je compte réaliser cette partie en dehors des sentiers et faire mon propre chemin. Je compte prendre avec moi du riz, des lentilles, de la farine de blé ou de sarrasin avec des graines, enfin enrichies, et du sel. Voilà, c'est les seules choses que je compte acheter, en tout cas dans un magasin. Pour le reste, je compte trouver ma nourriture autant que possible. Donc voilà. Ensuite, concernant la recherche de nourriture, c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus comme ça. C'est pas une idée qui m'est venue comme ça du jour au lendemain et que voilà, je pense faire comme ça sur un coup de tête. C'est quelque chose que j'étudie depuis longtemps. Je suis vraiment pas professionnel dans les plantes sauvages et dans tout ça. Je veux dire, j'ai pas fait d'études sur ça. C'est juste que je m'y intéresse depuis quand même un bon nombre d'années. Donc voilà, par rapport à ces plantes sauvages et ces choses comestibles que je vais chercher dans la nature, donc c'est principalement donc, des plantes sauvages. Donc ça peut être les feuilles, les fleurs ou les racines. Hein, les racines de pissenlit, c'est très bon. Il y a certaines plantes que je vais favoriser plus que d'autres, parce que certaines plantes à haute dose, c'est quand même pas très bon. Comme le chénopode blanc par exemple. C'est pas recommandé d'en manger beaucoup, donc je vais éviter. Voilà. Par contre, il y a des plantes comme les orties, les pissenlits, le trèfle des prés. C'est des plantes sur lesquelles on ne peut pas se tromper, il ne peut pas y avoir d'erreur vraiment possible. Et les apports nutritifs sont quand même assez importants, surtout pour les orties, le pissenlit, le plantain aussi. Donc voilà, c'est des choses à ne pas négliger, mais souvent ces plantes-là sont disponibles seulement aux alentours des villages. Qu'est-ce que je vais trouver dans la forêt maintenant, quand ça va être vraiment sauvage, au-delà des villages, quoi. Les arbres sont une source de nourriture importante. Surtout le bouleau, le sapin et l'épicéa. Je me suis un peu beaucoup renseigné sur ces arbres-là. Après, ça fait longtemps que je sais ça. Hein. Il y a 4 ans déjà, j'étais en train d'apprendre ça aussi. Donc voilà, c'est possible de fabriquer de la farine à partir de l'écorce de bouleau, en l'ayant fait bouillir un petit peu, et la réduire en poudre, la faire sécher. Ça donne une espèce de, pas dire de la farine, mais bon, enfin en tout cas ouais, de la poudre grossière. Ça a plutôt le goût du bois, donc on peut pas dire que gustativement c'est ce qu'il y a de mieux. À partir de l'écorce de pin et d'épicéa. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles avec les arbres. Les feuilles des bouleaux se mangent, tout comme les bourgeons. Les racines de sapin, une fois qu'on en a retiré l'écorce de la racine, ça se mange aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, très important, les jeunes pousses de sapin. Ça, c'est super. Bon, le problème, c'est que c'est seulement au printemps. Donc ici, c'est la fiche que j'avais déjà faite, en fait, il y a 4 ans. Donc dessus, j'ai résumé toutes les plantes qui sont comestibles, ainsi que les arbres et les baies.
Parce que les baies, ça aussi, c'est une grande source de nourriture. C'est une énorme source de nourriture. Le problème, c'est que je vais pas en trouver au mois de juin et peut-être que ça commence fin juillet. Fin juillet, début août, je peux commencer à trouver des baies. Je complète ma formation sur les plantes à travers les livres, voilà, les plantes sauvages comestibles, à travers des informations que je trouve sur internet. Voilà, tout ça, je mets ça sur papier. Je suis en train d'élaborer un dossier, on va dire, qui va comporter justement toutes les plantes et les choses comestibles qui sont disponibles en Scandinavie de façon générale. Donc voilà, je vais faire un dossier un peu sérieux où je vais tout détailler. Et voilà, par contre, ça va prendre du temps et il va falloir que je fasse mon expédition et que je revienne pour pouvoir faire la part des choses de qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé et qu'est-ce qu'on peut trouver mais qui est difficile à trouver. Donc voilà, en tout cas pour mettre en avant les meilleures sources de nourriture, si ça peut intéresser des gens à l'avenir, voilà, je ferai un partage des connaissances apprises. Donc voilà, une autre chose aussi qui est importante, c'est le lichen. Le lichen, il y en a beaucoup qui se mangent, certains sont toxiques, mais quasiment tous ceux qu'on trouve ici sont comestibles en tout cas, et surtout le lichen d'Islande, et c'est possible de le réduire en poudre, tout comme l'écorce du bouleau, c'est possible de le réduire en poudre pour en faire une farine, pour l'utiliser, faire du pain avec, ou sinon sans le réduire en poudre, hein, c'est possible de le manger comme ça. Le seul problème c'est que le goût est vraiment très amer, il faut en enlever l'amertume. Pour enlever l'amertume, il faut le faire bouillir. Le problème c'est que le faire bouillir, ça détruit aussi les qualités nutritives, on va dire. Donc c'est pas la solution qui est la meilleure, on va dire, si on cherche à se nourrir, vraiment sans détruire la nourriture, quoi. Parce que cuire les aliments, on détruit la nourriture, hein. C'est pour ça que beaucoup disent que notre alimentation occidentale et moderne est morte, parce qu'elle est trop raffinée, trop cuisinée, et en plus des légumes cultivés depuis tellement d'années qu'ils ont perdu toute leur valeur nutritive. Voilà, notre alimentation est vraiment nutritivement très pauvre. Donc pour ça que les plantes sauvages c'est aussi vraiment bien. En plus c'est bio et c'est gratuit. Donc voilà, après ces 12 jours, j'ai quitté la maison, j'ai continué le stop pour rejoindre Dorothea. C'est une ville juste à côté du Workaway que j'attendais pour le 1er mai. Donc je suis encore allé camper 2 jours dans la forêt à côté de Dorothea. Après ce petit épisode, j'ai rejoint le 2e Workaway à Belvik, qui est une ferme autonome, pas totalement autosuffisante, mais qui s'en rapproche. Until I bought this in 2006. It has been a lot
work since then, because it was a lot of trees very close, so I have been cutting a lot of trees to get it more open again, to get the sunlight in, and also I have built some new houses and so here, but there is still some that is needed to build. A sauna, for example, and places to put things for the tractor, and yes. I'm a lot handicraft person that likes to do things with my hands. I'm also very interested in many different kinds of things, physics and chemistry and biology and so on, how to repair things. I also like being outdoors working and to work with trees, gardens, gardening. So that's one part of it. Another part of it is that the food we produce, we know where it comes from, we know how it is produced, we now know how the animals have had their life, we know what's in the food. So another part is environmental part. We reduce the distances the food have been traveling. So that's also a big matter for us. And the fourth thing is that we are quite stable and not so dependent of how the world is going. We will have our food, our wood anyway. So if it gets a crisis, we still can manage the daily life. Want to start or build some kind of community with peoples around that we can cooperate with, so we can help each other and have some people more around us to see and gather with. It was actually June and Pauline that they helped me finding a place here. After they knew for sure, and I knew for sure, this is what I want. I want to be self-sufficient. I want to live in the countryside and so on. So it's actually my friends that helped me find this place here in Bellevik, trying to accomplish my dream. Self-sufficiency and living in the countryside feels like, for me at least, this is the purest form of freedom. When I want something, I can do it myself, I can get it myself, and I don't have to rely on others or stores or whatever. I can grow it myself or make it myself. So that has driven me the most to go away from the city, because I felt really trapped, you know. When I'm in the city, I have to work for a boss and he tells me what to do, so on, you know. For me, that's, you know, and you have to always earn money, which is okay for many people, but for me it was really hard to live this lifestyle every day, it didn't really make me happy. Here I can do what I want and what I feel that I should be doing. For me, it's the purest form of freedom. That's why I came here and left the Netherlands. Pendant ce workaway, j'ai aussi évidemment continué à préparer l'expédition. J'ai encore beaucoup appris sur les plantes sauvages, donc ce qui m'a permis d'approfondir ça, tout en continuant mes recherches sur internet. J'ai aussi créé un espèce de dossier sur toutes les plantes que je vais retrouver en Scandinavie. J'ai aussi acheté des sacs étanches, c'est la dernière pièce du puzzle. C'était quelque chose de très important, c'est d'être capable de pouvoir traverser de l'eau, c'est-à-dire des rivières. Et pour ça, il me fallait des sacs étanches pour pouvoir emballer toutes mes affaires, et surtout mon matériel vidéo et mon sac de couchage, mes habits, des choses essentielles qui ne doivent en aucun cas être mouillées. Parce qu'ici, le climat est quand même rude, et avoir un sac de couchage mouillé, c'est très mauvais signe. Donc, j'ai commandé des sacs étanches sur internet qui sont arrivés assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai un sac étanche Highlander de 140 litres pour pouvoir mettre mon gros sac dedans.
et j'ai ensuite 2 autres sacs étanches Sea to Summit de 35 litres chacun. J'ai donc procédé à une expérimentation pour être sûr de pouvoir traverser ces rivières à la nage. Je suis retourné à la rivière à côté du pont et j'ai emballé toutes mes affaires dans ces sacs étanches et j'ai tout simplement traversé la rivière à la nage. Il y avait à peu près 20 ou 30 mètres et en fait c'était super facile parce que tout simplement mon sac, le gros sac, dans le sac étanche, je l'ai enroulé à l'extérieur avec mon matelas en mousse. Et ce truc, ça flotte à fond, c'est comme un gilet de sauvetage. Je ne peux pas couler avec ça. Maintenant, je suis vraiment rassuré quant à la suite de mon aventure parce que je sais que je suis prêt à n'importe quelle situation et que ça ne sera pas un souci de traverser les rivières. Après presque 3 semaines passées dans ce second workaway, j'ai repris la route en stop pour repartir à Umeå pour laisser un sac d'affaires à mon ami Rasmus. Parce qu'en fait, j'ai bien trop d'affaires par rapport à ce que j'envisage. Et c'est par exemple des choses que je n'aurais pas besoin, mon ordinateur et certaines affaires comme un 2e sac de couchage, des habits en plus. Je vais vraiment m'alléger au maximum. Sachant que je veux me débarrasser de mon réchaud à essence. Parce que si je parle d'autonomie et d'autosuffisance, il faut que moi aussi je sois autosuffisant dans mon voyage. Et l'essence, c'est pas du tout un truc naturel. Donc j'ai envie de me débarrasser de l'essence et d'être autonome au niveau de l'énergie. C'est-à-dire faire du feu uniquement. Le problème, ça sera quand il pleut. Ou par exemple, dans les montagnes, ça peut être vraiment super humide. Et parfois, c'est très compliqué de faire du feu. Donc, pour ça, je vais me fabriquer un réchaud à bois que je vais fabriquer gratuitement. Je voulais en acheter un à la base, mais au final, je vais le fabriquer moi-même. Pour ça, j'aurais juste besoin d'une boîte de conserve, tout simplement. Et l'idée, en fait, de pourquoi je prends ça, parce que j'ai pas besoin d'un réchaud à bois pour faire du feu, évidemment, mais c'est d'avoir un support pour après pouvoir me fabriquer des allumes-feu avec des pommes de pin que je vais tremper dans de la résine de sapin que j'aurais fait fondre dans ma casserole. Et ça, après, une fois que ça sera sec, ça va me donner des allumes-feu qui vont pouvoir brûler entre 5 et 10 minutes, voire plus, si c'est des grosses pommes de pin. Et donc ça, je vais peut-être pouvoir en faire 10, 20, 30, selon les endroits que je vais traverser. Si je prévois une zone montagneuse où il n'y aura pas d'arbres, je vais en faire des provisions à l'avance pour pouvoir traverser cette zone-là. Ou avant d'arriver dans le nord de la Norvège où il y aura peu d'arbres, je vais me faire donc mes provisions et ça me permettra de pouvoir me faire à manger pendant ces situations problématiques où tout sera trop humide ou trop trempé pour faire du feu. Donc voilà, je serai indépendant vis-à-vis de l'énergie. J'ai choisi de ne pas commencer à Yaddede et de commencer tout simplement à Dorotea, tout simplement à côté de la ferme Workaway. Depuis Dorotea, l'altitude est plus basse, il n'y aura pas de neige et donc ça me permettra d'avancer tranquillement en fait pendant une semaine, 10 jours avant de monter plus en altitude, ce qui me permettra d'avoir un délai supplémentaire pour laisser le temps à la neige qui est plus haut dans la montagne de fondre. Je vais bientôt repartir à Dorotea en autostop pour commencer l'expédition. Que les choses sérieuses commencent. Years ago, he left his home behind. A farewell or a no, like a thief he fled into the night. Heart full of foolish pride, he caused the death of his clansmen. All prophecies he denied. Now in exile he grieves. Hear the call of the fallen ones, wisdom of those whose time has gone. Live your life bravely, my firstborn son. On battlefields fight, don't run. Oh, the wheel of time keeps turning.
last he understands. He heads back to his homeland. He rides fast like a storm wind, but the flames in the horizon tell him there's only death to be found. Hear the call of the fallen ones, wisdom of those whose time has gone. Live your life bravely, my firstborn son. On battlefields fight, don't run. Beside the smoking ruins of his past life, he raises his hands to the sky. Oh God of thunder, God of my brothers, strike me down for what